Estamos en Brie-sur-Marne, a las afueras de París, en una grabación especial de Una belleza nueva en Francia. Le poète chilien Vicente Huidobro, qui a habité quelques ans à Paris et qui a écrit en français d'abord qu'en espagnol, son poème Altazor, qui s'appelait Altazur d'abord, a écrit ce grand poème Altazor, qui était très important dans l'histoire de la langue espagnole. Il a apporté l'avant-garde de la liberté, de la lucidité à la poésie. C'est l'histoire de l'homme, c'est l'histoire d'un homme qui tombe, qui tombe, qui tombe, qui tombe à travers les âges, l'histoire et l'univers. C'est peut-être le chant de l'angoisse de l'homme contemporain quand il n'y a plus de sens. C'est le XXe siècle, tout bouscule, et c'est Altazor qui dit, dans ma traduction très mauvaise de l'espagnol au français, c'est comme ça. Altazor, pourquoi as-tu perdu ta sérénité? Quel mauvais ange s'est assis dans la porte de ton sourire, avec l'épée dans la main? Qui a sémé l'angoisse dans les plaines de tes yeux? Pourquoi un jour tu as senti la terreur d'être? Tu es perdu, Altazor, seul au milieu de l'univers, seul comme une note qui fleurit dans le vide. Il n'y a pas de bien, ni de mal, ni de vérité, ni d'ordre, ni de beauté. Où es-tu, Altazor? Et il tombe, il continue à tomber, tombe en enfance, tombe en vieillesse, tombe en larmes, tombe, tombe, tombe. Et à la fin, le poème se décompose et il y a seulement des sons. Il n'y a plus de mots, plus de sens. Ah, ia, ululu, ulalú, ulalamento, plegasuena, montañendo, semperiva, ibarizá, tarirá, campanudio, lalalí, auriciento, auronida, lalalí, yo, ya, i, o, ay, i, o, ya. Altazor, Vicente Huidobro, un poète qui veut raconter le voyage, ou une partie du voyage de l'homme, cet être étrange que nous sommes. C'est la fin du voyage peut-être, celle qui raconte Vincent Huidobro. Maintenant, on va parler du début du voyage de cet homme seul au milieu de l'univers. Et qui mieux pour nous raconter cette histoire passionnante que Yves Coppens, qui est ici avec moi, à Brie-sur-Marne. Yves Coppens a été professeur d'anthropologie au Muséum national d'histoire naturelle, directeur du Musée de l'Homme, professeur au Collège de France. Il a participé à la découverte d'un grand nombre de nos ancêtres qu'il a décrits. Il a dirigé des expéditions, des fouilles en Afrique, en Tchad, Éthiopie, Extrême-Orient, Indonésie, Philippines, etc. C'est un passionné de l'homme, de l'histoire de l'homme, de nos origines. Merci beaucoup d'être ici à la Beauté Nouvelle. Merci. Qu'est-ce que vous sentez quand vous écoutez, vous qui avez fouillé et rencontré peut-être les os des premiers hommes et de la première femme peut-être, en écoutant ce poème d'un poète du XXe siècle? Plusieurs choses. D'abord qu'il est vrai que dans nos connaissances actuelles, on s'aperçoit que l'homme est un mammifère de taille moyenne sur une planète dont on fait aujourd'hui le tour en 90 minutes. Une planète qui est une parmi d'autres autour d'une étoile, laquelle étoile est une parmi des milliards dans une galaxie, laquelle galaxie est une parmi des milliards dans l'univers que l'on aperçoit. Donc c'est tout peu de choses. Et en même temps, ce petit être est le seul, dans nos connaissances en tout cas, à savoir qu'il sait, c'est-à-dire à être pensant. Et en ce sens, bien sûr, que, comme le dit votre superbe poète, il est le seul à avoir cette angoisse existentielle qui est apparue en même temps que sa conscience, c'est-à-dire l'angoisse de savoir ce qu'il fait là, d'où il vient, où il va. Et cette angoisse a bien été perçue par tous les hommes depuis le premier, et c'est la raison pour laquelle les mythes d'origine ont fleuri depuis 3 millions d'années, et finalement la science ne fait qu'ajouter
un autre mythe d'origine, enfin un autre discours sur l'origine à ceux que les hommes ont tenté de décrire pour apaiser cette angoisse. Alors je voulais dire aussi que dans la décomposition des mots, oui, ça me rappelle aussi certaines expériences des surréalistes. Les surréalistes ont fait ça quelquefois. Mais oui, il était très voisin, il était ami des surréalistes français. Oui. Il était très ami, très proche. Avec des mots, et puis des mots qui se découpent, et puis des syllabes qui restent comme ça isolées, et puis qui ensuite se jouent entre elles dans l'espace. En fait, Huidobro est venu à Paris, il a découvert le surréalisme, c'était un moment d'or de la littérature. Il est rentré au Chili, en Amérique, il a apporté cette jouissance, ce sens du jeu, de l'humour noir, tout ça, à la littérature en espagnol. Alors, on va raconter cette histoire. Il était une fois l'homme. Vous avez même écrit, ce sont des interviews avec d'autres auteurs, il y a un volume en espagnol, La más bella historia del mundo, la plus belle histoire de l'histoire de la vie. Oui. Vous pouvez expliquer ça du point de vue scientifique? En quel sens l'homme fait partie de l'histoire de la vie? Oh, c'est tout simple. Vous m'avez dit qu'au début de la semaine, vous aviez attrapé un petit peu froid. Ah oui, enrhumé, oui. Voilà, ben ce rhume que vous aviez attrapé vous a rendu un petit peu mal à l'aise, ce qui veut dire que votre corps est bien un corps animal, pardonnez-moi, et donc que vous vous reliez à ce monde animal, lequel se relie au monde de la vie en général, lequel monde de la vie se relie au monde de la matière, et on remonte comme ça de 3 millions d'années l'homme à 4 milliards d'années la vie, et à 13, 14, 15 milliards d'années l'univers, ce qui n'est pas une origine, mais la limite de nos connaissances. C'est un continuum? C'est ça. Du début de l'atome Oui, c'est en effet, mais c'est avec quand même des petits décalages. C'est très intéressant, parce que c'est à la fois continu, c'est en effet continu, mais on a l'impression que la matière, lorsqu'elle en a la possibilité, ne demande qu'à se compliquer et à s'organiser. Donc, dans les gènes, nous avons cette possibilité de complexité? Sûrement. Dans votre tête, je ne veux pas être prétentieux et dire que je vois à travers votre os, quelle peur. Mais presque. Quelle peur. Et là, notre succès, c'est notre système nerveux central. Eh bien, notre système nerveux central, c'est en particulier le cerveau, bien sûr. Et le cerveau ne cesse de pousser les limites de son espace pour se développer, pour se compliquer et s'organiser. Et c'est la raison pour laquelle nos circonvolutions, les circonvolutions du cerveau, deviennent de plus en plus plissées. C'est-à-dire que si on sort votre cerveau, ou le mien, je peux mettre le mien sur la table cette fois-ci, sur la table, c'est le cas de le dire, et si vous l'étalez, c'est-à-dire que si vous supprimez les plis, ça vous fait une couverture. Vous pouvez dormir dedans. C'est une image surréaliste, hein? Pourquoi pas? Pour Zara. Alors, on pourrait peut-être expliquer les étapes de cette complexité croissante, on pourrait dire. Quelles sont les étapes les plus importantes de cette complexité croissante? C'est-à-dire que moi, je me tourne, c'est ça bien sûr, à ce moment-là, vers les astrophysiciens qui me disent que dans l'univers, ce qu'ils comprennent, eux, de l'histoire de l'univers, c'est-à-dire que l'univers aussi a changé, et donc va changer dans l'avenir, eh bien, on part d'éléments extrêmement simples que l'on appelle les quarks, et puis ces éléments se compliquent et deviennent des particules, lesquelles particules se compliquent et deviennent des atomes, lesquels atomes se compliquent et deviennent des molécules. Et là, on peut passer à ce moment-là sur notre planète. Parce que sur notre planète, dans l'eau, les molécules en question se compliquent et s'organisent elles-mêmes en cellules. Et lesquelles cellules se trouvent dotées du privilège extraordinaire de pouvoir se dupliquer, de pouvoir se multiplier. Et là, c'est intéressant parce qu'on passe d'une matière inerte à une matière vivante de manière continue, comme vous dites. et cependant, il y a un petit saut dans la complexité. Et j'aime bien la formule anglaise qui dit « more is different ». Un tout petit peu plus dans
dans la filiation, dans la complication, Mhm. et ça devient un petit peu autre chose. Et de la même manière, sur la Terre, les cellules, d'abord les êtres sont unicellulaires, Oui. et puis après ils sont pluricellulaires, Oui. et parmi les pluricellulaires, il y a bien sûr toute l'histoire des êtres vivants, Mm. jusqu'à l'homme, qui n'est qu'un être vivant parmi les autres, mais qui, on l'a déjà dit, grâce à sa petite tête, va tout d'un coup penser. Donc on passe de la matière inerte Oui. à la matière vivante il y a Vivante. 4 milliards d'années, Oui. et de la matière vivante à la matière pensante il y a Wow. seulement 3 millions d'années. Est-ce que vous êtes, alors, vous êtes préhistorien de cœur, je vous l'ai dit, mais paléontologiste. Quelle est cette science? Quelles sont les limites de la frontière? Oui, oh, c'est très simple, c'est Oui. très simple. Oui. La paléontologie, c'est l'histoire des êtres vivants Oui. qui ont vécu, et en même temps l'histoire de leur histoire, en quelque sorte. Mhm. L'histoire de la manière dont ils se sont développés, épanouis, diversifiés, etc. Et la préhistoire est l'histoire de ce que les hommes ont fabriqué. Mhm. Autrement dit, la paléontologie, c'est l'histoire des corps, et la préhistoire, c'est l'histoire de l'esprit et de ses produits. On va essayer de retrouver nos ancêtres. Mais, avec plaisir. Ah oui, je le sais. C'est mon boulot. Ouais, c'est votre boulot. Vous parlez avec passion, avec plaisir. Quel est le plus grand plaisir de votre métier, de votre science, de votre discipline? C'est lorsque je rends visite aux archives. Et les archives, elles sont sous vos pieds. Ce ne sont pas Et, des bibliothèques ni des... ce sont des sortes de tech, en tout cas. Ah, Ce sont tech? plutôt des fossilothèques. Ah, fossilothèque. Oui. Fossilothèque. Et il suffit à ce moment-là de s'adresser à ces archives Oui. pour avoir la chance de, petit à petit, peut-être, découvrir les éléments qu'elles contiennent. Et c'est ça l'important. La géologie, les roches, Mhm. les cailloux, les pierres, les sédiments, c'est le contenant, c'est le sac. Et dedans, parfois, dans certains endroits, il y a un contenu. Alors moi, ce que je cherche, ce n'est pas ce qui contient, mais ce qui est dedans. Et donc, le contenu, parfois, est représenté par ces fossiles merveilleux. Découvrir, c'est toujours extraordinaire. Quand on emmène avec soi des gens, quels qu'ils soient, et surtout des jeunes, la passion de fouiller et de trouver, je ne peux pas vous la décrire. C'est Est-ce que, bien mieux que ça. oui, du fait le fait d'être toujours en contact avec les premiers hommes, Mhm. hein, Mhm. est-ce que ça vous donne une manière de regarder, de voir votre propre existence Mhm. différente de ceux qui n'ont pas eu cette expérience? Qu'est-ce que ça vous donne? Oui. J'imagine que c'est peut-être un vertige, Mhm. la sensation de qu'il n'y a pas de sens, quoi? Ou le contraire? Oui, le contraire, je crois. Oui. Oui, moi je vois au contraire un sens vers la complexité dont on parlait tout à l'heure. Et ça ne me donne pas le vertige du tout. Alors, ce que ça me donne, je suis mal placé pour le dire, j'ai l'impression, par rapport à ce que j'entends autour de moi, ne serait-ce que dans ma famille, Oui. en tout cas dans mes Oui. relations de proximité, Oui. il me semble que ça doit donner une distance avec soi-même, avec les autres, avec le présent, avec l'époque contemporaine. Et du même coup, ça différencie peut-être mieux l'essentiel et l'accessoire. Mhm. Et l'essentiel est extrêmement réduit. Mhm. C'est-à-dire que dans les ennuis de l'existence que tout le monde décrit, il y en a peu d'intéressants, il y en a peu d'importants. Une chose est importante, c'est la santé, enfin, quand Oui. on a envie de vivre. Saint-Exupéry disait à travers Le Petit Prince que l'essentiel est invisible aux yeux. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous, un Tout scientifique. à fait, oui, Vous êtes bien d'accord? sûr. Oui, bien sûr. Même si Il vous êtes est, un scientifique qui travaillait avec seulement la matière. oui, enfin, seulement la matière, Euh, un petit peu l'esprit qui l'accompagne, oui. mais bien sûr, parce que cet essentiel, il est en soi, et cet essentiel, on le ressent, et c'est celui-là qui importe. Tout le reste n'est que détail, Vanité de vanité, comme disait l'Ecclésiastes. d'une certaine manière, oui. Quand a commencé cette passion pour le Oui, passé lointain, quand vous étiez enfant? oui. Quand? Si on se... Ben, je ne sais pas, j'ai quelques points de repère. Je sais que euh,
lorsque j'étais en Bretagne, puisque j'y suis né, et comme j'ai quitté la Bretagne autour de 7 ans, de l'âge de 7 ans, quand j'étais en Bretagne donc, j'étais très, très attiré déjà par ce passé. Et ce passé était très, très mêlé, c'est-à-dire que c'était aussi bien la paléontologie, puisque j'avais quelques fossiles que mon père m'avait rapportés de la guerre, de la dernière guerre mondiale. Oui. J'avais des monnaies de Louis XV, donc vous voyez que le temps importe guère, Oui. l'essentiel étant le regard vers le passé, quelle que soit la profondeur du passé. Et j'ai ajouté à cela un petit morceau de coquille d'œuf d'épiornis. Alors je vais vous raconter cette histoire, parce qu'elle est belle. Oui, s'il vous plaît. J'étais en cinquième. Quel âge vous avez? En cinquième, j'avais 11 ans. 11 ans. Et arrive dans la classe un garçon qui s'appelait Jean-Paul Cholet, je me rappelle bien, et il arrivait de Madagascar. Ses parents arrivaient de Madagascar, il arrivait de Madagascar. Donc il arrive fraîchement dans cette classe de cinquième, et un jour il me montre un fragment de coquille d'œuf d'épiornis. Et l'épiornis, c'est un gros oiseau éteint, fossile, de Madagascar. Un gros oiseau... Du temps des dinosaures? Un peu... Non, du temps des hommes même. Des hommes? Ah, ok. Oui, un gros oiseau, un peu comme une autruche, mais beaucoup plus gros qu'une autruche. D'accord. Avec des œufs comme ça. Ouais. Donc un petit fragment. Et je lui dis, oh, ça me plairait de l'avoir. Et il me donne un prix. Donc je n'ai pas ce fossile ce jour-là. Oui. Et chez moi, je fais en sorte de trouver l'argent. Et au bout d'un certain nombre de jours, j'ai réuni l'argent. Et dans la cour de récréation, nous échangeons l'argent contre la coquille. Et ce salaud de copain, le jour où je lui donne l'argent, il sort la coquille et il me casse. C'était déjà un fragment. Donc il me donne un fragment du fragment. C'est quand même incroyable. Ah, dégueulasse. Oui, oui. Et alors l'autre jour, je raconte ça dans une émission de télévision, ici à Paris. Il y a un coup de téléphone sur le standard et j'entends Jean-Paul Cholet. Et il me dit... c'est lui-même oui, encore. oui, il me dit, on ne s'est pas vu depuis longtemps. Moi, j'ai fait une carrière dans l'armée de l'air. Je suis désormais général en retraite. C'est bien cette histoire. Et je te donnerai l'autre morceau. C'est pas vrai. Incroyable. Ça vous a marqué, hein? Ben oui, donc j'ai collé les deux petits morceaux. Ben ça y est. C'est en ordre. Est-ce que l'histoire de l'homme se fait en collant des petits morceaux, n'est-ce pas? Un petit peu, oui. Un petit peu. Et c'est la raison pour laquelle je n'ai pas bien compris les Africains. Parce qu'au début de mes recherches au Tchad, très, très bêtement, sans réfléchir, je donnais des récompenses aux fossiles que l'on m'apportait. Et je me suis aperçu au bout de quelques jours que les fossiles qu'on m'apportait, c'était des fossiles entiers qui avaient été cassés pour avoir une récompense à chaque morceau, forcément. Et donc, je n'avais pas compris que moi qui passais mes journées à recoller, les gens, pour me les offrir, les cassent. Donc, j'ai donné les récompenses à partir de ce moment-là à la découverte du site et non pas de l'objet lui-même. Alors, l'histoire, le début. Où l'on place les hommes? Nous avons vu la chaîne de la vie de l'eau, l'atome, etc., le continuum jusqu'à l'homme. Mais c'est où? Quel est notre certificat de naissance? Vous en parlez même dans un livre. Quel est le vrai certificat de naissance de l'homme? Voilà. Et alors, l'homme est enfin, dans la classification zoologique, c'est un primate. Et les primates regroupent tous les petits singes, les grands singes et les humains. Donc c'est un primate. Tous les primates sont d'origine tropicale. Donc il y avait toutes les chances pour que nous ayons nous-mêmes eu une origine tropicale. D'autre part, lorsque l'on étudie les grands singes d'aujourd'hui, c'est-à-dire nos cousins, ceux qui nous sont incontestablement les plus proches, ce ne sont pas les orang-outans d'Asie, mais ce sont les chimpanzés d'Afrique. D'accord. Donc il y avait toutes les chances pour que ce soit les tropiques d'Afrique qui aient été véritablement notre berceau. Et en effet, quand on a fouillé partout. On a fouillé en Amérique, on a fouillé en Australie, on a fouillé en Asie, on a fouillé en Europe, on a fouillé en Afrique. Et après 200 ans quand même de fouilles, eh bien, tous les préhumains et tous les plus anciens hommes sont tous des tropiques
d'Afrique. Quel a été le premier site? C'est Tanzanie, peut-être, non? Le tout premier site? Le plus important, disons, dans cette découverte. Non, c'est peut-être celui d'Afrique du Sud, qui s'appelle Tong, qui a été trouvé en 1924, et où on a trouvé un préhumain que l'on a appelé Australopithèque. Pithèque. Ah, c'est ça. Parce que Pithèque, ça veut dire singe, donc Oui. on n'a pas osé l'appeler Australanthrope, Oui. et Australo à cause de l'Afrique australe. Et quelquefois, on confond avec l'Australie, et ce n'est pas complètement faux, parce que l'auteur de cette description était Raymond Dart, et Raymond Dart était d'origine australienne. Okay. Donc, Australie, Afrique australe, il a groupé les deux sous la forme d'Australopithèque, un peu par souvenir de son pays d'origine. Vous dites pré-humain. Oui. Pourquoi pré-humain et pas encore humain? Parce que l'histoire de la vie, c'est comme un arbre. C'est-à-dire que des branches se divisent, se séparent, des embranchements se font comme ça, à travers un immense bouquet de formes. Or, les grands singes, nos cousins, se séparent de nous, ou bien nous nous séparons d'eux, il y a une petite dizaine de millions d'années, une dizaine de millions, peut-être un petit peu moins. Et à partir de ce moment-là, les chimpanzés suivent leur route et nous la nôtre. Mais à partir de 10 millions d'années, on n'a pas encore affaire à de véritables hommes. On a affaire à des formes, je n'ose pas dire préparant l'homme parce que ce serait un petit peu déterministe, mais pré-humaines. On pourrait s'imaginer peut-être, si vous faisiez une description physique de ce pré-humain, de ce Australopithèque, comment il était? Bien sûr, Australopithèque ou d'autres. Australopithèque, c'est un terme un petit peu général, mais on a tort de l'utiliser comme comparaison, comme synonyme de préhumain, parce qu'en fait, à cette époque-là, il y a des sahelanthropes, il y a des aurorines, il y a des ardipithèques, il y a des kenyanthropes, il y a des australopithèques. Tout ça sont des préhumains. Des paranthropes, des ginanthropes, genre, il en manque, il y en a beaucoup. Alors, la description, ce sont des êtres qui sont petits par rapport aux humains, ils sont moins grands que les humains. Ils ont un corps aussi un peu gracile. Ils ont une face encore un petit peu projetée, avec un petit museau, un cerveau, donc un crâne petit. Nous avons au moins 1400 cm3. Ils ont 400, voire 350, voire 300 cm3, donc c'est pas très gros. Ils ont des dents en général fortes pour des consommations de fruits, mais aussi de racines, avec un émail épais. Et ils ont une démarche bipèdes, ils sont debout et ils marchent sur leurs deux pattes postérieures, mais ils marchent un peu mal, ils n'ont pas une démarche fluide, parce qu'ils sont encore arboricoles, c'est-à-dire qu'ils grimpent encore aux arbres tout en marchant de temps en temps sur le sol. Alors quand ils marchent au sol, ils ont une démarche un petit peu chaloupée, un petit peu hésitante, parce que elle n'est pas aussi belle et aussi élégante et aussi habituelle que la nôtre, puisque nous ne savons plus faire que cela. Et le genre Homo, ça commence combien et qu'est-ce que c'est? C'est un saut? Bien sûr. Là aussi, c'est avec un petit saut. Avec un petit saut, oui. More is different, là aussi. Alors, 3 millions d'années? 3 millions, c'est ça, 3 millions. Alors celui-là, par rapport au précédent, il est debout comme ceux d'avant, il est bipède sans grimper, il ne grimpe plus, il ne fait que marcher sur ses pattes de derrière, donc il marche mieux. Il a de moins en moins de projection de la face, de moins en moins de museau, il a la face donc de plus en plus plate, il a un cerveau qui a grossi en volume, non seulement en qualité sûrement, mais ça c'est plus difficile à voir, mais sûrement en volume, et il a des dents plus réduites et plus en harmonie, les dents antérieures plus en harmonie avec des dents latérales, parce qu'il s'est mis à consommer aussi de la viande. Non pas par plaisir de manger de la viande, mais par nécessité, parce qu'un changement climatique avait réduit le nombre des végétaux de manière importante.
Et du même coup, il a dû élargir son menu D'accord. des végétaux qui restaient à la viande qui était sur pied. Et donc, sa denture s'en est ressentie. Donc, les dents sont devenues beaucoup plus... Les dents latérales plus petites, les dents antérieures plus grandes. Je sais que, On coupe par le Ah, devant et d'accord. on mâchouille par derrière. Je sais que vous êtes très amoureux de votre femme, mais que vous avez un amour platonique, ça c'est permis, Hmm. un amour pour une Béatrice, je ne sais pas si préhumaine, qui s'appelle Lucie. Oui. C'est Lucie. Bah, On amour peut- platonique, j'ai pas pu faire autrement, hein. C'est vrai. Vous aimez Lucie, hein? Bah, c'est-à-dire Vous la que, décrivez avec, bon, avec amour, tendresse. oui, C'est bah, très émouvant, j'espère que délicatesse. c'est partagé. Je vais montrer ici. C'est celle-là, c'est celle-là. Oui, c'est On va celle-là, oui. montrer l'image. Oui, Ça, oui, c'est Lucie, oui. l'amoureuse platonique de Yves Cope. Et c'est moi qui suis devant, oui. L'homme est un singe et le singe est un homme, c'est correct de dire ça? Non. On Non, a c'est dit pas. beaucoup de ça, non? Oui, bah, on a dit ça de C'est manière une simplification, un c'est petit c'est peu absurde. provocante, un petit peu provocante. C'est vrai, comme on l'a dit tout à l'heure, que dans la zoologie, l'homme étant un primate, il est très proche des singes, donc on peut le mettre dans la même Mm. catégorie, mais aussi dans cette évolution dont sont des primates déjà un petit peu particuliers Uh-huh. aux humains que l'on vient de décrire. On passe une frontière dans la complexité, et ce qui veut dire que l'homme n'est pas véritablement un singe et le singe ne sera jamais un homme. Il sera peut-être un singe supérieur à un autre jour. Et Lucie, quel âge a-t-elle? Un petit peu plus de 3 millions d'années. Ah, c'est avant que le Homo, c'est C'est une ça, australopithèque? c'est ça, c'est une La voilà pré-humaine. de nouveau. C'est une pré-humaine, oui. Et ce qui est intéressant dans Lucie, justement, c'est que le fait qu'elle ait été décrite, Oui. le fait qu'elle ait été esquissée, dessinée, qu'on en ait vu la silhouette, Mhm, tout le monde se l'est attribué, mhm, et les différentes cultures ont fait leur Lucie mhm. en fonction aussi de leur tradition. C'est-à-dire que la petite Lucie britannique n'est Mhm. pas la petite Lucie Ah, française, d'accord. qui n'est pas la petite Ah, Lucie suisse, ah, qui n'est d'accord. pas la petite Lucie Oui. américaine. C'est très curieux. C'est curieux, hein? La petite Lucie française, elle est assez simienne, assez sage. La petite Lucie italienne est superbe. Elle, a- elle est Une Sophia très, Loren. oui, elle est très serrée à la Ah, taille, ce d'accord. qui ne correspond pas du tout à la réalité. Ah, les La, Italiens, ils savent vivre, la petite hein? Lucie anglaise est maigre. Oh, Elle est ils maigre, souffrent beaucoup, les Anglais. maigre au possible, oui. Avec des seins un petit peu comme des chaussettes. Alors, comment était la découverte de Lucie? Vous avez participé à cette découverte. Racontez un peu l'histoire. Oui. Alors, il faut dire quand même, d'abord, j'y tiens, puisque j'ai la parole, Oui, que j'avais trouvé d'autres fossiles avant, que j'ai trouvé d'autres fossiles après, oui. aussi Mais importants, oui. mais moins complets. Donc, Lucie a été, quelque sorte, la star, La médiatisation. et elle l'est Vous demeurée. devenez un Elle l'est, scientifique médiatique elle l'est, grâce à Lucille. elle l'est demeurée, oui. Oui, Un petit peu, parce oui, que ça a changé quand même. oui. Hein? Elle a été découverte en Afar. Alors, l'Afar, c'est l'est de l'Éthiopie, Oui. dans un site qui s'appelle Hadar. Et l'histoire a commencé dans la fin des années 60. Mhm. J'étais déjà en Éthiopie, je travaillais dans le sud de l'Éthiopie, et un de mes amis géologues, qui s'appelle Maurice Taïeb, Mhm. est venu me montrer des fossiles de vertébrés, de mammifères, qu'il avait trouvés dans cette région-là, alors qu'il faisait sa thèse. J'ai déterminé ces fossiles, je lui ai dit ça a entre 2 et 3 millions d'années, Uh-huh. et encouragé, il en a cherché d'autres, il en a trouvé d'autres, et on a décidé de monter une expédition. Mhm. Et l'expédition, on l'a montée en 1972, Mhm. et nous étions alors deux Américains, deux Français. On a travaillé en 72, on a trouvé des restes importants, mais pas d'hominidés. Mais dès 73, on avait déjà des restes d'Australopithèques. Et Lucie a été découverte en 74, et on en a trouvé d'autres en 75, et puis d'autres en 76, et puis d'autres en 77. Et on a quitté à ce moment-là pour des raisons de politique locale. Qu'est-ce que vous savez de Lucille, la Lucille concrète?
où il était quand elle est morte, Oui. quel était son milieu, son environnement, c'est peut-être... Ben, elle a été découverte dans un niveau lacustre. D'accord. Donc il semble qu'elle se soit ou noyée, ou peut-être, comme font beaucoup de mammifères, lorsqu'ils ont la fièvre, ils vont boire, et s'ils se trouvent à mourir au bord de l'eau, la rivière ou bien le lac, gonflant ses eaux, l'absorbe en quelque sorte. Mais en tout cas, toujours est-il qu'elle a été enfouie dans un sable lacustre. Donc on sait qu'elle est morte au bord d'un lac ou dans un lac. Et là, sa résurrection, sa réapparition s'est faite donc probablement un peu avant 74, grâce à l'érosion. C'est une pluie, il n'y en a pas beaucoup, mais quelquefois, et elles sont vives, c'est une pluie qui a érodé le sable dans lequel elle se trouvait et qui en a sorti les ossements. Et cette pluie a creusé, très peu, mais a creusé quand même une petite rigole, un petit ravineau, pas large, 40-50 cm de large. Et les restes de Lucie, on les a trouvés étalés comme ça sur 10 mètres, sur plus de 10 mètres de long. Donc elle était tranquillement dans son niveau lacustre, et elle avait déjà été tirée par les pieds, par l'érosion. Et si on n'était pas arrivé à ce moment-là, on n'aurait pas retrouvé les morceaux que l'on a trouvés. Un petit peu avant, c'était trop tôt. Un petit peu après, ça aurait été trop tard. C'était émouvant de reconstituer. C'est toujours émouvant, oui. Mais quelle est l'émotion Ben, l'émotion, d'un paléontologue? Oui, l'émotion, moi, que ça me fait, c'est l'impression de quelque chose qui arrive du temps. Ce qui est étrange, puisque ça arrive d'un sol que l'on voit bien, ça arrive d'un endroit, d'un lieu que l'on voit bien. Mais j'ai vraiment l'impression que ça m'arrive du temps, et que donc tout ce qui modèle, tout ce qui sculpte l'os, la dent, est une information du temps en question. C'est-à-dire que tout ce que porte ce petit ossement que je prends dans mes mains, c'est une information de ce qui se passait là, il y a 3 millions d'années. C'est le temps qui parle. C'est absolument. Ah oui, c'est très impressionnant. Dans une certaine mesure, d'ailleurs, c'est pas faux, puisqu'un journal un jour avait dit Yves Coppens a découvert un fossile en excellent état de conversation. Ce lapsus n'est pas mal, hein. Conservation, conversation. Le temps qui parle. Ici, vous avez fait un discours au Collège de France, la leçon inaugurale en 1985. C'est un adieu que vous faites à une institution très importante dans votre carrière professionnelle. Ça s'appelle l'histoire de l'homme et changement climatique. Justement, dans ce livre, et dans d'autres aussi, mais spécialement dans ce livre, vous montrez que l'homme, nous sommes encore dans des préhumains, mais l'homme commence ou naît comme homme grâce à un changement climatique. Ça, c'est vrai? Ah oui, oui. C'est-à-dire, s'il n'y aurait pas eu un changement climatique aussi dramatique, il y a combien de millions d'années 3 millions. L'homme n'existerait pas. Vous pouvez expliquer un peu ça? Oui. J'ai travaillé dans le sud de l'Éthiopie. Dans le sud de l'Éthiopie, j'ai récolté en 10 ans 50 tonnes d'ossements fossiles. 50 tonnes? 50 tonnes. C'est beaucoup, ça? Oui, beaucoup, oui. Que j'ai apporté à Paris, que j'ai étudié ici, et qui sont repartis en Éthiopie grâce à des avions militaires. Et ces 50 tonnes, donc, m'ont permis d'étudier toutes ces bêtes réparties dans ces terrains-là entre 3 millions d'années pour les plus anciens, 1 million d'années pour les plus récents. Donc, il m'a été possible de suivre l'évolution de ces bêtes entre 3 millions et 1 million d'années. Et parmi elles, l'évolution des préhumains et des humains. Or, au cours de cette tranche de 2 millions d'années, je vois clairement, mais clairement, ça peut être démontré par 15 méthodes différentes, le climat humide devenir sec et de plus en plus sec, de plus en plus sec. Or, que ce que je vois, comme n'importe quel paléontologue le verrait, je vois des bêtes s'éteindre, elles essayent de s'adapter. C'est d'ailleurs poignant, c'est poignant. On les voit disparaître. Tenter, dans la morphologie, dans l'anatomie, on les voit essayer de s'adapter et ne pas y parvenir. Impressionnant. On voit des bêtes s'en aller, parce qu'il fait plus humide ailleurs.
on voit des bêtes arriver, parce qu'elles aiment bien le climat sec, et on voit toute une quantité d'animaux se transformer, s'adapter, donc se transformer sur place, s'adapter à ces conditions Métamorphose, de sécheresse. Ah oui, oui, oui. dirait Ovide. Sur Les place. métamorphoses. Hein. Sur place, avec, Sur place. avec des vitesses différentes en fonction du groupe zoologique. Il y a des bêtes qui ont plus de potentiel évolutif que d'autres. Par exemple, les éléphants ont des dents qui augmentent de taille 3 fois, 4 fois plus. Hein, parce que n'ayant plus de feuilles à manger, ils se mettent à manger de l'herbe. Et quand on mange de l'herbe, on use beaucoup plus ses dents que quand on mange des feuilles. Il y a une phrase qu'on dit toujours au Chili, ça l'accompagne, la necesidad tiene cara d'hereje, le besoin a un visage d'hérétique, on dit. Hein? C'est joli. Ouais. Et on voit les cochons faire la même chose. Il y a plusieurs lignées de ce qu'on appelle les suidés. On voit les chevaux changer de pattes. Le cheval qui s'appelle l'Hipparion, le pré-cheval, court sur trois doigts. Et il court moins bien sur 3 doigts que sur 1. Et finalement, il y a 2 doigts qui se réduisent et il reste un seul doigt sur lequel, dans un paysage beaucoup plus découvert, il a intérêt à courir plus vite devant les prédateurs qui le voient de plus loin. Et l'homme. Voilà, et c'est à ce moment-là que l'on voit le préhumain se transformer la denture dont je vous parlais tout à l'heure, transformer ses dents pour qu'il mange aussi de la viande, parce qu'il y avait moins de végétaux auparavant, il n'était que végétarien, et transformer sa tête comme une sorte de dissuasion intellectuelle à ce changement climatique, comme une sorte d'adaptation grâce à ce petit bonhomme, adaptation par le système nerveux central à cette Donc l'adaptation de l'homme ou le préhumain est une adaptation, la première adaptation intellectuelle. Oui, oui, d'une certaine manière. Oui. D'une certaine manière, oui. D'autant plus que ça se traduit immédiatement par une réflexion. Alors évidemment, on ne la voit pas, la réflexion. Mais c'est la première fois qu'on trouve des objets de pierre dont la forme a été délibérément changée. Des outils. Voilà. Pour la première fois, ce petit bonhomme qui a changé sa tête pour s'adapter au climat, il a l'idée de prendre un caillou comme avant, mais d'en prendre un autre comme maintenant, pour la première fois, et de taper sur le premier avec le deuxième pour changer la forme du deuxième. Vous savez, quand vous racontez... À son profit. Oh, incroyable. C'est du culot, hein. Mais oui, mais oui. Oui. Moi, je souhaiterais élever des statues à ce premier homme. Un hommage. Oui. Vous racontez ça, et c'est impossible de n'avoir pas ici l'image du film Odyssée de l'espace de Kubrick, n'est-ce pas? Cette image merveilleuse de ce humain qui prend justement la pierre, je ne sais pas, le bâton qui commence à... il la lance, et ça devient une fusée. Oui. C'est magnifique. Oui. Vous avez même fait un documentaire qui s'appelle Odyssée de l'homme, non? Odyssée de l'espèce. Odyssée de l'espèce. En copiant. C'est vraiment une odyssée. Hein. Mais oui. Oui. C'est Ulysse, c'est Ulysse le premier homme. C'est vraiment une aventure. Qui commence son voyage. Oui, Paléo-Ulysse. Paléo-Ulysse, c'est pas mal, hein, pour un prochain livre. Et Paléo-Ulysse. Est-ce que, donc, comment vous imaginez ce premier homme, être le premier homme? Comment ça? Il y aura un homme pour la première homme et la première femme. Oui. Je pense à beaucoup de choses. Je pense au fait que, d'abord, il est intervenu sur son environnement, ce que l'on n'a jamais cessé de faire depuis. Je pense aussi que quand il a réussi ça, il a dû le montrer. Il a dû en faire part aux voisins. Donc il y a eu une communication aussi. Une communication et peut-être une copie, et peut-être une adoption, une information. Oui. Je pense aussi qu'à ce moment-là, il y a quelque chance pour que l'adaptation à la sécheresse ait transformé les voies respiratoires supérieures. D'accord. Et ces voies respiratoires supérieures ont fait descendre le larynx. Wow. Et la descente du larynx a fait s'installer entre la bouche et les cordes vocales
la caisse de résonance Oui. qui existe. Oui, oui. Si bien qu'il a utilisé comme un produit dérivé l'adaptation de sa respiration Ouais. au langage articulé. Mm. Auparavant, il modulait, Oui. il criait, D'accord. il chantait sans doute, Ouais, ouais. il racontait des choses Ouais. par des gestes, par des mimiques, Ouais. par Ouais, ouais. des clins d'yeux. Mais pour la première fois, il articule. Et je pense que l'articulation a dû intervenir vite, ne serait-ce que dans la manière dont il s'est vanté en disant Ouais. regarde ce que j'ai fait de mon caillou, regarde, ça coupe Mais bien, là, ça coupe bien mieux. c'est là un des mystères plus grands de l'homme. Regarde, Hein. je peux me raser. Ouais. Le mystère du langage. Oui, oui, Ça, on ne peut pas savoir. oui. D'où vient? C'est un mystère absolu. Hein. Non, Non, c'est pas non, absolu? non, moi je crois que ça a pu apparaître comme ça, et comme la réflexion, la conscience a fait que cet homme a eu de plus en plus de choses Mm. à dire, à raconter, à décrire, Mm. à transmettre, ça n'a pu que développer, que entraîner le langage à devenir de plus en plus élaboré, d'où cette émission que nous pouvons faire aujourd'hui. Alors, les humains étaient contemporains des derniers pré-humains, ils se sont connus, Oui. ils coexistaient. Oui. Comment se faisait Je ne sais pas, Ah, mais, oh, c'est vrai. je ne sais pas, mais vous voyez, moi j'ai beaucoup vécu en brousse dans bien des pays, mais en particulier en Afrique, et je voyais En brousse? oui, la brousse, c'est ce qu'on appelle, c'est de bush, Mm. c'est la savane, Mm. c'est C'est ça. le pays sauvage. D'accord. Et j'ai vu par exemple des primates comme les babouins vivre dans la savane, Oui. et des primates comme les cercopithèques Mhm. vivre dans la forêt. D'accord. Et j'ai vu souvent les babouins à la limite de la forêt regarder la forêt sans y entrer, et les cercopithèques du haut de leur arbre regarder la savane comme un pays épouvantable Oui. et ne jamais y aller. Ah, ah. Et je pense que peut-être que le préhumain était lié à un certain type d'environnement, Mhm. que l'humain était peut-être plus ubiquiste, mais qu'il était peut-être lié lui-même quand même préférentiellement Mhm. à un autre environnement, et peut-être du même coup qu'il s'apercevait, il s'apercevait de temps en temps, mais sans véritablement se mêler leur territoire et mêler leur vie. Mais cependant, dans deux sites, un du Kenya qui s'appelle Lokalelei, près du lac Turkana, Mhm. et un autre en Éthiopie qui s'appelle Kadagona. Mhm. Dans ces deux sites, on trouve côte à côte deux types de sites préhistoriques. Dans un, les cailloux sont très très bien taillés, D'accord. merveilleusement taillés. L'homme présumé a compris la roche, a compris le fil de la roche, a compris où taper pour sortir les meilleurs éclats. Et dans l'autre, les cailloux sont très mal taillés, comme si l'homme ou l'hominidé ou le préhumain avait essayé d'imiter le premier, mais il n'avait pas compris ce qu'était le caillou, a tapé n'importe comment et a fait ce qu'il a pu, mais ce n'était pas beau. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. On ne sait pas ce que ça veut dire. Est-ce que c'est le même qui, en fonction des circonstances, a fait des choses plus élaborées ou des choses très frustes? Ou est-ce que c'est un préhumain contemporain qui, voyant l'homme taper sur ses cailloux, a fait la même chose, mais sans la réflexion, sans la connaissance, et a fait ces cailloux abominables? Mais à deux reprises quand même, à deux reprises. Alors, ce n'est pas une statistique, mais c'est quand même mieux qu'une fois. Justement, l'image du film de Kubrick, il y a la première guerre, le premier combat. Est-ce qu'on peut savoir si le premier homme était violent, s'il attaquait les autres? Comment était l'homme? Il est plus violent maintenant ou il était violent dès le début? Moi, je pense qu'il a toujours eu en lui-même le même type de comportement, c'est-à-dire que la compétition pour les filles, la compétition, ah bah c'est important. Oui. M'embêtez pas, vous, hein. La compétition pour le pouvoir,
la compétition pour le territoire. Oui. Tout ça a dû exister, ça existe aussi chez les primates. Ceci étant dit, à une époque où la démographie était très faible, Mhm. les occasions de se battre étaient rares, et du même coup, on trouve très peu d'éléments de squelette avec des traumatismes dus à des batailles, dus à de mauvaises rencontres et dus à des rixes, hein, c'est rare. Par contre, quand on arrive à des époques beaucoup plus récentes, où la démographie est plus importante, où il y a de vraies propriétés parce que les gens sont sédentaires, fixés, et comme ils sont fixés, ils cultivent, comme ils cultivent le territoire sur lequel ils ont travaillé est un peu plus le leur que le territoire du nomade, et à partir de ce moment-là, il y a un petit peu plus de restes de squelettes traumatisés. Il y a eu des bagarres. Ah, d'accord. Et ce n'est qu'à partir de l'âge des métaux, Oui. donc à une époque très récente, 5000 années, 6000 années, que l'on voit ce que l'on appelle des couches de guerre. Nous, archéologues, on appelle ça des préhistoriens, on appelle ça des couches de guerre, c'est-à-dire des charniers, où il y a eu véritablement des accrochages de groupes contre des groupes, donc de vraies guerres, mais ça n'a que 5 ou 6 000 années. Et c'est amusant parce que, enfin, si on peut dire, parce que ça se trouve lié à des époques où le métal est devenu important. Et comme chacun sait, le site, le gîte du métal n'est pas n'importe où, comme le gîte du pétrole aujourd'hui. Oui, oui. C'est vrai, c'est la même histoire, toujours. Oui, Et l'amour, pardonnez-moi que j'en revienne au ça même va thème. très bien. Et l'amour dans la préhistoire, Oui. qu'est-ce qu'on sait? Le premier amour, l'amour entre la maman et l'enfant peut-être. Oui. Est-ce que l'amour, on peut Oui. faire une petite histoire de l'amour ou une petite préhistoire de l'amour? Oui, moi je dirais volontiers que l'amour est un fruit de la savane. Est un fruit de la savane. Oui, Ça sonne bien, hein, oui, c'est n'est-ce presque pas? un vers. Pour un poème, c'est ça. Je veux dire que bien sûr que les préhumains en forêt s'aimaient aussi, mais le fait de voir les arbres disparaître, la forêt devenir savane, le paysage s'éclaircir, ça fait que ces préhumains se sont trouvés dans des milieux beaucoup plus exposés. Quand on n'a pas la couverture de la forêt, on est visible, on est plus vulnérable. Et quand on est plus vulnérable, on se rapproche. Alors, on se rapproche à la fois sur le plan social, mais on se rapproche aussi sur le plan personnel. Et en effet, je pense que l'amour bien sûr, la mère et l'enfant a dû être le premier. Et ce rapprochement de deux êtres a dû être plus long dans ces périodes plus vulnérables qu'auparavant. Et peut-être que le père, volage par nature, par nécessité, a pu rester courtoisement proche de la maman et de l'enfant un certain temps. Alors, c'est pas du développement durable. Alors, l'homme qui se dresse, qui a eu l'évolution crânienne, dès qu'il peut bouger, il se déplace, n'est-ce pas? C'est-à-dire, il est nomade. Il y a un instinct de se déplacer, de partir d'où il est. C'est vrai ça? Et ça passe comment? Oui, c'est curieux ça. Hein. Mais je pense que le préhumain devait se déplacer, mais il était gêné par le fait qu'il était très inféodé à un milieu. Donc c'était son milieu. Le milieu, c'était la savane. Un petit peu comme les autres primates. Dès qu'il arrivait à la forêt, c'était un autre monde. Dès qu'il arrivait dans le désert, c'était un autre monde. Donc il restait vraiment dans le monde dans lequel il avait ses habitudes et son alimentation, surtout son alimentation. Mais à partir du moment où il devient humain, il a d'abord une autre réflexion. Ayant une autre réflexion, il a une autre curiosité. Et ayant une autre curiosité, il va voir ailleurs. On a toujours envie d'aller voir ailleurs. Le grand hôtel dans lequel je descends à Tripoli, en Libye,
au bord de la Méditerranée somptueuse, ça s'appelle l'hôtel de l'Atlantique. Quelle idée, enfin, c'est si beau d'être là. Et à Tahiti, je suis sûr qu'il y a un hôtel de la Méditerranée, sans doute. Oui. Je viens de Sud-Amérique, du Chili, du Finistère, au bout du monde. Oui. Comment l'homme est arrivé ici? On le sait, on l'a lu dans les livres, mais vous savez plus que, vous pouvez nous dire plus que ce que nous disent les livres, ce que nous avons étudié à l'école. L'homme qui arrive, se déplace, c'est de nouveau un changement climatique qui pousse l'homme. Comment était cet homme? Que s'est passé? Oui, il y a peut-être aussi une pression du climat, une pression de l'environnement, mais il y a aussi dans son être un certain nombre d'éléments qui sont intervenus, comme le développement du cerveau dont on a parlé, qui donne la curiosité, comme le fait de consommer de la viande qui exige une plus grande mobilité, parce que quand on chasse, il faut courir après le gibier, comme la production des outils qui, prolongeant le corps, permet une conquête à la longue, plus facile, plus simple, meilleure, d'autres niches écologiques que la sienne. Donc non seulement il est curieux, mais il conquiert. Et puis le fait que tout ça marche bien, ça signifie que son effectif, sa démographie, croît doucement. Hein. C'est pas immense, mais petit à petit, ça fait quand même des développements de l'effectif. Et quand un groupe devient trop important, il faut que quelques-uns de ce groupe aillent fonder un autre groupe ailleurs. Et de fondation en fondation, finalement, on fait des kilomètres. Et vous savez, les kilomètres pour les hommes normaux, j'allais dire, les hommes qui n'ont pas l'assistance que nous avons dans ces mondes occidentaux, ce n'est pas grand-chose. Quand je travaillais dans le désert du Tchad, je voyais quelquefois arriver à l'horizon un chamelier, tout seul. Il arrivait, je l'avais déjà vu l'année précédente. Voilà. Il venait de faire 300 km, 400 km. Et quand il descendait de son chameau et qu'il me saluait, je lui disais qu'est-ce que tu veux? Et il me disait Kalaha Bus. Ça veut dire je viens juste te dire bonjour. Ah, c'est beau ça. Kalabas Bus. Kalaha Bus. C'est juste bonjour, bonjour. Il passait la nuit et il repartait le lendemain ou 2 jours après parce qu'il avait le temps. Ça, oui, ça c'est l'homme. C'est-à-dire que les distances qui nous paraissent parfois immenses, comme ça, un petit peu bêtement à la réflexion, sur le terrain, elles ne le sont pas. Elles ne le sont pas. Moi, j'ai emmené sur le terrain un vieux patron, un vieux maître du Muséum national d'histoire naturelle. Nous y sommes allés ensemble en 1967. Lui était allé là, en Éthiopie, en 1934. Et il m'a dit, je voudrais voir les montagnes qui sont à l'horizon, qui s'appelaient les monts Nakwa, parce que quand j'y étais en 1934, ou même avant, je crois, 32, 33, je n'ai pas pu aller jusque-là, et je voudrais connaître leur nature. Alors moi, j'étais bien équipé, j'avais même un hélicoptère, donc j'ai pris mon vieux patron, et hop, on est allé se poser sur les monts Nakwa. Il a sorti son marteau de géologue, il a cassé 3 cailloux, il a regardé, il a dit oh, c'est un basalte, c'est une chaîne de montagnes finalement assez récente. Et puis à peine a-t-il dit ça qu'il a regardé à l'horizon et il m'a dit on ne pourrait pas aller voir la chaîne un petit peu plus loin, bien sûr. Donc de proche en proche, vous savez, quand on est quelque part, on regarde et on a envie d'aller plus loin. Vous avez été... C'est le président Chirac, l'ancien président de la République, qui vous a commandé d'écrire une charte de moyens ambiance, de l'ambiance, non? De l'environnement, oui. De l'environnement. Oui. Nous sommes en face, ça c'est la dernière question, la dernière minute dans cette longue histoire de millions d'années, nous sommes en face d'un grand changement climatique. Qu'est-ce que ce serait votre message, votre vision? C'est optimiste, pessimiste, ayant connu l'histoire de l'homme, étant l'homme même un produit d'un changement climatique? Oui. Brièvement, monsieur Clopin. Bien sûr. Alors, je dirais que les changements, le climat change tout le temps.
Et donc, comme il a toujours changé, il changera encore. C'est très banal de voir le climat changer. Il y a 3 millions d'années, nous avons donc subi ce changement et nous nous y sommes adaptés. Il y a 10 000 ans, on n'a pas subi cet environnement. Le climat a changé puisque la dernière glaciation s'est achevée et ça a fait monter le niveau de la mer, ça a fait pousser des graminées bien mieux qu'auparavant et l'homme s'est arrêté pour les cueillir. C'est-à-dire que physiquement, il ne s'y est pas adapté, ce n'était pas nécessaire. C'est culturellement qu'il a changé sa production, son économie, qu'il est passé d'une économie de prédateurs, de chasseurs, de cueilleurs, à une économie de production. Il a cultivé, il a domestiqué, etc. Et depuis 200 ans, comme on a développé considérablement notre effectif, on a atteint le premier milliard d'hommes en 1815. Et entre 1815 et aujourd'hui, 2007, on est passé d'1 milliard à 6 milliards et demi. Alors qu'on a émis 3 millions d'années pour passer de quelques milliers à 1 milliard. Donc ça, plus l'alimentation qu'il faut pour l'alimentation de masse qu'il faut pour cet effectif, plus le développement des technologies qui s'est aussi accéléré, pour la première fois, au lieu de faire comme le premier homme, de changer la forme d'un caillou à son profit, on est peut-être en train de changer la Terre à son détriment. Donc c'est bon de commencer à faire attention, et de commencer à faire attention, ne serait-ce que par précaution. Et j'ai accepté d'écrire cette charte de l'environnement, qui est entrée dans la Constitution française en 2005. Moi, je l'ai écrite en 2002-2003. Pas tout à fait convaincu par le fait que l'homme soit vraiment très responsable du changement climatique, mais au moins par précaution. Monsieur Copin, je suis très content d'avoir eu cette conversation avec vous. Je vais vous dire adieu avec, comme disait Ogou. Ogou, c'est un personnage d'un comique que je lisais quand enfant. C'était un homme primitif, ami de Mampato, qui était un jeune Chilien, qui voyageait à travers le temps. Il lui disait « Amico mio de mi », et « mon ami ». Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Bienvenue au Chili. Merci beaucoup.